Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat, il est 22 h. Voici les titres de cette édition. Et à la une de l'actualité ce soir, le Parlement grec dans l'attente d'un vote sur l'accord entre Athènes et ses créanciers, alors que des échauffourées entre la police et des manifestants armés de cocktails Molotov ont éclaté devant la Voulie. Le Parlement grec place Syntagma, débat et décryptage dans ce journal. En France, feu vert du Parlement, députés et sénateurs ont largement ratifié cet accord avec la Grèce conclu à Bruxelles pour éviter un Grexit, devenant ainsi le premier Parlement à le faire en Europe. La pollution de l'air, pas seulement nocive pour la santé, mais aussi pour l'économie. Dans un rapport, le Sénat estime qu'elle coûte 100 milliards d'euros par an à la France. Les explications dans un instant. Mais avant de développer tous ces titres, François Hollande a révélé en fin de journée que des attentats avaient été déjoués cette semaine. Ce soir, c'est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui vient de préciser que 4 personnes sont en garde à vue à la DGSI, dont un ancien militaire. Ces personnes prévoyaient une action terroriste contre des installations militaires françaises. Elles ont été interpellées lundi dans les Bouches-du-Rhône et dans les Yvelines. Une annonce qui intervient alors que la piste criminelle est privilégiée dans l'incendie de Berlétan. Pour l'instant, aucun lien n'est établi entre ces deux faits. Précision du ministère de l'Intérieur. Les regards sont désormais tournés vers Athènes, où le Parlement doit se prononcer sur cet accord qui prévoit, entre autres, une hausse de la TVA et la réforme des retraites. La mission s'annonce délicate pour Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, qui va devoir affronter l'hostilité de son propre parti, Jérôme Rabier. Le suspense est mince sur l'issue du scrutin, mais ce sera dans le décompte des voix qu'il faudra regarder pour analyser le vote. Car c'est sans doute grâce à l'opposition qu'Alexis Tsipras pourra faire adopter l'accord européen. Les dissensions dans la coalition Syriza ont éclaté, la ministre adjointe des Finances révélant même qu'elle rend son portefeuille ministériel. J'ai envoyé une lettre au Premier ministre lundi matin après avoir suivi le développement des négociations toute la nuit. J'ai aussi parlé au Premier ministre le même jour. Je crois que ma lettre est très claire sur les raisons de ma démission. Celui ou celle qui ne vote pas en faveur de l'accord ne peut plus faire partie du gouvernement. Autre défection de poids, la présidente de la Voulie, l'unique chambre du Parlement grec, a refusé de présider la séance de ce soir, préférant prendre la parole et dire tout le mal qu'elle pense de l'accord. Le Parlement ne devrait pas valider ce chantage. On ne doit pas valider ce chantage qui est imposé à notre gouvernement. Comme elle, une majorité du comité central de Syriza, réunie aujourd'hui, a voté contre les mesures imposées à Athènes par l'accord européen, obligeant Alexis Tsipras à une réunion avec les députés de son camp où il a tenté le tout pour les convaincre en déclarant « Soit nous votons ensemble ce soir, soit le gouvernement de gauche tombe demain. » Une menace de démission à peine voilée alors que le vote de ce soir ne porte que sur les premières mesures du plan, principalement l'augmentation de la TVA et une réforme de la fiscalité. Bien d'autres doivent ensuite être votés. Pas sûr que pour cela, Alexis Tsipras puisse s'appuyer sur sa majorité. Et nous sommes en ligne en direct d'Athènes avec notre correspondante Angélique Kourounis. Bonsoir Angélique. Alors, on l'a vu, des incidents ont éclaté sur la place Syntagma devant le Parlement grec, alors que le débat parlementaire bat son plein. Que se passe-t-il en ce moment, Angélique? Quelle est l'ambiance sur place? Eh bien, le calme est revenu, l'air n'est pas vicié, il y a le nez et la gorge qui piquent un peu parce qu'il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été lancés par les forces anti-émeutes, pas beaucoup, mais assez quand même. Il y a eu aussi beaucoup de grenades assourdissantes. Les affrontements ont eu lieu entre la frange anarchiste anti-autoritaire et les Black Blocs et les forces anti-émeutes. La majorité des manifestants qui étaient devant le Parlement, ils étaient aux alentours de 3000, c'est ce que moi j'ai pu décompter, étaient de la gauche extra-parlementaire. Il y avait aussi, plus tôt dans la soirée, la jeunesse du Parti communiste, le PAME, enfin le syndicat qui était proche de la jeunesse du Parti communiste. Et ils ont aussi crié des slogans contre les députés, leur demandant de ne pas voter les mesures et les réformes qui vont plonger la Grèce dans une récession encore plus importante. Il y avait une grande majorité de jeunes, des gens qui sont touchés à plus de 60% par le chômage. À l'intérieur du Parlement, vous l'avez dit, les débats sont extrêmement houleux. Le vote aura lieu à partir de minuit, heure locale grecque, c'est-à-dire 23 heures, heure française. Et il est probable que le plan soit adopté. Il est beaucoup moins qu'il puisse être appliqué dans les jours qui viennent.
Merci beaucoup Angélique et on vous retrouve dès qu'on en sait un peu plus sur ce vote. Vous l'avez dit qui doit intervenir d'ici quelques heures. Nora Madi nous a rejoint sur ce plateau, spécialiste des questions européennes. Bonsoir Nora. Bonsoir, alors on a entendu le vote semble acquis, certes dans la douleur, mais rien n'est réglé pour autant en Grèce. Non, pas du tout. Effectivement, je vous rappelle que les créanciers en fait ont, via un accord qui a été à l'arraché ce lundi matin, obtenu entre la Grèce et ses créanciers, demandé en fait à la Grèce de passer ses réformes, notamment l'augmentation de la TVA et la réforme des retraites, avant mercredi. C'est ce qu'on est en train de voir ce soir. Pourtant, on sait très bien qu'en fait, ces réformes, si elles sont appliquées, ne vont pas sortir d'affaire les Grecs. Pourquoi ? Parce qu'Alexis Tsipras, dès son arrivée au pouvoir en janvier, avait demandé comme préalable la remise à plat de la question de la dette. Pourquoi ? En 2009, la crise éclate. La dette grecque, qui est de 320 milliards d'euros, représente 110% du PIB. Les plans d'austérité successifs qui ont été mis en place par la Troïka, qu'on dit aujourd'hui les institutions, Banque Centrale Européenne, Commission Européenne et Fonds Monétaire International, ont tout simplement conduit à une explosion de cette dette. À cause de quoi ? À cause de la récession. Aujourd'hui, cette dette représente 175% du PIB. Elle a explosé. Et il s'avère qu'un rapport du FMI a été rendu public hier, 14 juillet, quelques jours après la négociation qui a eu lieu à Bruxelles. Et ce rapport démontre que s'il n'y a pas remise à plat de la dette, il faut s'attendre à ce que cette dette explose de nouveau à l'horizon de 2 ans. Donc d'ici à 2017, elle représenterait plus de 200% du PIB grec. Autant dire en fait que même si les réformes sont votées aujourd'hui, la question qui se pose demain, ce sera celle de renégocier la dette ou pas, et que pour l'instant les créanciers n'ont pas du tout été sur cette ligne-là. On se souvient de la position de l'Allemagne. Donc tant que cette question n'est pas sur la table, il est hors de question de pouvoir imaginer que la Grèce puisse sortir du marasme dans lequel elle est aujourd'hui. Merci beaucoup Nora pour ce décryptage. Je vous le disais en titre, députés et sénateurs ont largement ratifié cet accord cet après-midi par 2 votes successifs. Retour sur ces débats avec Quentin Calmet. 672 pour et 92 contre si l'on additionne ensemble les sénateurs et députés. Manuel Valls et Laurent Fabius en simultané dans les 2 chambres avec un message, pas de chèque en blanc pour la Grèce, mais un accompagnement vers le redressement économique. Quand on est la France, mesdames et messieurs les députés, on n'abandonne pas la Grèce et le peuple grec. Abandonner la Grèce, abandonner Athènes, c'est nous abandonner nous-mêmes. La très large majorité des parlementaires appuie la position française, mais avec, au passage, quelques piques à l'exécutif. Si dans les négociations, notre voix n'a pas tant compté que l'on voudrait nous le faire croire, eh bien c'est tout simplement parce que nos partenaires ne sont pas dupes. Notre crédibilité, malheureusement, s'amenuise au fur et à mesure que nous confondons, depuis des années, il faut bien le dire, réforme et affichage. Autre cible privilégiée de l'opposition, le Premier ministre grec. La droite n'a pas apprécié l'attitude d'Alexis Tsipras depuis le début de la crise. Le seul responsable de cette situation, c'est M. Tsipras, qui a menti à son peuple, qui lui a fait croire à des lendemains qui chantent, qui a utilisé le référendum comme une arme de chantage contre ses propres partenaires, contre la famille européenne. Parmi les principaux détracteurs de l'accord, les communistes, qui sont alignés sur la position de la gauche radicale européenne. Rarement ces derniers mois, les mots prononcés dans l'hémicycle ont été aussi forts. Tous ceux qui persistent à soutenir de telles méthodes prennent une très grave responsabilité devant l'histoire. Parce que des frustrations et des humiliations générées par une telle arrogance et par la seule loi du plus fort naîtront des monstres politiques qui grandissent déjà au cœur de l'Europe. 48 heures après sa signature, le Parlement français est donc le premier en Europe à valider l'accord européen sur la Grèce. Et on ouvre le débat sur cet accord qui est en cours de discussion au Parlement grec avec nos invités sur ce plateau ce soir. Nicole Bricq, bonsoir, sénatrice socialiste de la Seine-et-Marne, ancienne ministre, merci d'être avec nous. J'accueille également Fabienne Keller, bonsoir, sénatrice, sénateur Les Républicains du Bas-Rhin. Vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, merci d'être avec nous. Et Yves Bertoncini, bonsoir monsieur, vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. Nicole Bricq, on sait que le vote doit intervenir d'ici quelques heures en Grèce, a priori il est acquis. Pourtant, Alexis Tsipras l'a dit lui-même, il était contre cet accord, il n'y croyait pas vraiment. Comment peut-il trouver une majorité ce soir ? Je crois qu'il a 70%, d'après les chiffres, les derniers chiffres.
Il a renoué avec une profonde légitimité la semaine dernière. Il a bien évalué les rapports de force. Il sait que ce plan est nécessaire, mais qu'il n'est pas forcément complet. On va en parler. Fabienne Keller, il va en sortir fragilisé, le Premier ministre grec, de ce vote ce soir au Parlement? Écoutez, pour ce qui nous concerne, je crois que la France marque un soutien, un espoir dans ces engagements qu'il a pris, comme un signe positif. Maintenant, il faut qu'il propose à son Parlement des réformes importantes. On va un petit peu attendre les actes pour sa gestion de la politique plus interne, hein, que vous évoquez, grecque. Voilà, le peuple est très déboussolé, en quelque sorte, hein, par ces revirements, même si l'accord qu'il a obtenu sur certains points lui permet de sauver la face et au fond d'organiser un État grec qui ne l'est pas vraiment aujourd'hui, au-delà des mesures plus contraignantes financièrement, sur les retraites, sur la TVA, sur la fiscalité. Yves Bertoncini, si le Premier ministre arrive à échapper à la crise économique grâce à la ratification de cet accord, il n'échappera pas à une crise politique dans son pays? Une forme de crise politique au sein de sa propre majorité. Je crois qu'on assiste à une transfiguration d'Alexis Tsipras, qui était en janvier un leader de gauche radicale élu avec 36% des voix et qui est aujourd'hui un leader national qui a fait l'union nationale autour de lui au prix d'une rupture avec les plus radicaux de sa base. Oui, il va rompre avec les plus radicaux de sa base. De ce point de vue-là, le départ de M. Varoufakis était un signe annonciateur. Et donc il va aujourd'hui, après avoir pesé les termes du dilemme, essayer de engager la Grèce dans une rupture avec ce qu'elle était pendant les 40 dernières années. Il n'a pas pu rompre avec l'ordre européen dominant, si je me place dans un langage révolutionnaire marxiste, mais il essayera de rompre en formant une union nationale avec la Grèce des 40 dernières années. Et pour ça, il aura besoin de soutien hors de son camp traditionnel et il va l'obtenir cette nuit. Maintenant, il faut qu'il arrive à poursuivre dans cette lancée sur la base d'un socle majoritaire solide. Mais ce n'est pas sans risque. On a vu déjà des manifestants, des heurts entre la police et les manifestants devant la Voulie ce soir, Nicole Bricq. Oui, mais je n'ai pas de doute sur le fait que M. Tsipras obtiendra une large majorité et qu'il s'engage dans un processus qui ne va pas être forcément que de court terme. Il y a des mesures difficiles à prendre à court terme, mais il sait qu'il doit reconstruire l'économie grecque et c'est pour ça qu'il faut compléter ce plan, à la fois par un engagement ferme, comme l'a proposé l'Eurogroupe, d'un plan d'investissement européen au travers du plan Juncker. Et en même temps, on sait très bien que le problème de la dette grecque est posé, de sa restructuration à moyen terme. Et il y aura d'ailleurs une conférence téléphonique de l'Eurogroupe demain matin. Ça me paraît très important de compléter le plan parce que la priorité numéro 1, c'est de reconstruire l'économie grecque. Compléter ce plan, ça veut dire aussi alléger la dette. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Manuel Valls cet après-midi à l'Assemblée. Alors, c'est une perspective et dans l'accord qui a été accepté par les Européens dans la nuit de dimanche à lundi, on peut le rappeler, ce volet-là ne sera ouvert que quand les premières mesures structurelles auront été présentées dans le Parlement. C'est une deuxième étape. On sait tous qu'il va falloir s'occuper de cette dette et de la gérer sereinement. On ne peut pas vivre à la petite semaine en fonction des refinancements limites ou pas de la Banque Centrale Européenne. Mais je voudrais compléter l'idée des réformes. Il ne suffit pas de les annoncer. Le défi principal pour les Grecs et pour M. Tsipras, ça va être de mettre en œuvre, et pour l'Union européenne, d'avoir confiance dans les meilleurs efforts faits par la Grèce pour que l'assainissement de l'État grec se mette en route, pour que l'économie reparte. Et c'est vrai que l'Union européenne est prête, par le plan Juncker, à aider. Pour accompagner les plus fragiles, j'ai été sensible au fait que Juncker a évoqué aussi la pauvreté, pour traiter les personnes qui sont vraiment mises en grande difficulté. Suivi de cette volonté de redressement et des mises en œuvre concrètes des mesures. Ce n'est pas juste une annonce, c'est dans la durée qu'on verra si effectivement, comme vous le disiez, 40 ans après un État grec pas très bien structuré, on change d'air et on a un vrai pays au standard européen. L'opinion publique grecque est-elle prête à l'accepter? On a vu peut-être bien qu'il arrivera à avoir une majorité au Parlement, mais il n'aura pas la même qu'il avait avant. Et les mesures qui sont demandées aux Grecs sont très dures. Il y a une volonté populaire constante en Grèce sur laquelle M. Tsipras a choisi de s'appuyer. C'est la volonté de rester membre de l'union monétaire, de la zone euro.
les sondages sont constants. Et encore récemment, les Grecs, y compris ceux qui avaient voté non au référendum, ne veulent pas, dans leur écrasante majorité, sortir de la zone euro. Alors maintenant, simplement, ils sont face au prix à payer pour y rester. Et le prix est sans doute lourd pour eux. Je crois que M. Tsipras s'appuie sur cette volonté populaire-là, d'abord, et essaye de montrer à son peuple qu'il le sert, qu'il a obtenu de l'aide financière, l'assistance financière qu'on lui a promise à hauteur de jusqu'à 80 milliards d'euros, qu'il a obtenu 35 milliards d'euros au titre d'un plan d'investissement, qu'il a aussi obtenu le principe d'un geste sur la dette qui, certes, ne va pas intervenir dans les toutes prochaines heures ou tout prochains jours, mais qui est prévu. Et même Angela Merkel, à la sortie du sommet de la zone euro, a été très claire là-dessus. Pas d'annulation de dette, mais un allègement du poids de la dette. Et donc, il y a aujourd'hui un contre-la-montre qui s'est engagé en Grèce parce qu'il faut qu'il y ait des points de passage, d'ailleurs très exigeants, souvent. Il va falloir que des réformes soient votées tout de suite, mais la perspective finale, c'est de rester dans la zone euro, de relancer la croissance. Alors que jusqu'à dimanche dernier... Et Nora Hamadi le disait, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cet accord ne règle rien et que dans 3 mois, on soit à nouveau dans la même situation Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était nécessaire, il fallait le faire. C'était un geste politique de part et d'autre, c'est un compromis basé sur un rapport de force. Et la difficulté principale, du reste, n'est pas en Grèce, là. Je pense que M. Tsipras aura une majorité élargie. Mais la difficulté est peut-être plus grande, et certainement plus grande du côté du Nord. Parce que pour les Finlandais, par exemple, ça ne va pas être facile. Et Mme Merkel est engagée, elle aussi, dans une épreuve difficile. Vendredi. Et donc, c'est plutôt là que les choses se nouent. Et je pense que, justement, le président Hollande, on appuie beaucoup sur le fait qu'il a servi de lien entre la Grèce et l'Allemagne, mais il a aussi beaucoup, par le plan qui peut paraître difficile, qui a été adopté, il a beaucoup aussi aidé Mme Merkel à faire passer cet accord. En un mot, très rapidement, Fabienne Keller, la crise grecque n'est pas encore derrière nous? Et tout reste à construire. En Grèce, tout particulièrement, c'est largement dans les mains de M. Tsipras, de son gouvernement, de sa population. Je crois qu'il y a eu des gestes très forts au moment du sommet et ce que nous avons vécu aussi au Parlement français, une volonté de donner cette chance à la Grèce. Maintenant, des engagements ont été pris, il faut qu'ils soient respectés. C'est une question de confiance à reconstruire, notamment avec les pays du Nord ou ceux qui ont eux-mêmes fait des efforts. Merci Fabienne Keller. Je voudrais vous faire réagir à cette autre information de la soirée, ces attentats déjoués, annonce de Bernard Cazeneuve tout à l'heure. Les suspects projetés de décapiter un militaire gradé. On sait que des personnes ont été interpellées dans les Bouches-du-Rhône et dans les Yvelines. Le Sénat qui vient de voter l'actualisation de la loi de programmation militaire donnant des crédits supplémentaires à la défense. Quelle est votre réaction à ces attentats déjoués? La réaction, d'abord, c'est la constatation que notre pays est une cible et que l'État s'est organisé pour faire face à ces menaces. Et le fait que le président lui-même a reconnu qu'il y avait ce risque et que des attentats avaient été déjoués montre que nous sommes plus que vigilants et que les moyens donnés à la fois à la Défense, au ministre de l'Intérieur aussi, la loi renseignement qui a été critiquée mais qui quand même montre qu'elle a son utilité, eh bien je pense que la France sait qu'elle doit faire face à cette menace qui non seulement nous atteint nous, mais puisqu'on parle de l'Europe, et nous sommes peut-être à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme. Votre réaction à ces attentats aussi Alors la France est une cible. Cette semaine. Il ne faut pas non plus céder à la panique, puisque c'est bien cette terreur que les terroristes essayent d'imposer à nos sociétés occidentales plus globalement, au-delà de la France. La Tunisie était concernée aussi dans un drame absolu. Là, ce sont des sites militaires, visiblement, qui étaient visés. On sent bien qu'il y a une stratégie de changement de cible. C'est-à-dire, non, c'est plus des lieux de culte ou des lieux de sensibles, c'est une entreprise en Isère, maintenant c'est des militaires, la prochaine fois ce sera autre chose. Je me réjouis, comme Madame Brick, du renforcement des moyens de l'armée. On peut rappeler que le Sénat a joué un rôle important dans cette hypothèse, aux côtés du ministre de la Défense. C'est l'intérêt de la nation, mais c'est une guerre, et je crois qu'il faut en être conscient, il faut que les moyens soient données, et nous avons François Hollande l'a rappelé hier lors de son interview. Et nous avons et nous avons tous accepté que nos libertés soient un petit peu rognées
pour la sécurité de la nation. Cette guerre est extrêmement dure et menace nos démocraties. Donc nous devons tous être solidaires dans ce combat. Il faut continuer, Nicole Bricq, de surveiller les sites sensibles, notamment les sites militaires. Non seulement les sites militaires, mais on voit bien aussi que les sites Céveso, qui comportent des risques industriels, sont aussi des cibles potentielles. Donc il faut s'organiser et il faut réagir avec la tête froide, faire face. Parmi les personnes placées en garde à vue, sont conscients de ça, du reste, de cette menace, mais en même temps, ils l'affrontent volontiers. Oui, parmi les personnes placées en garde à vue, la plus jeune serait âgée de 16 ans. Le principal instigateur aurait été déjà signalé pour des velléités de départ en Syrie. C'est ce qu'a dit Bernard Cazeneuve. Fabienne Keller. La difficulté, c'est de gérer ces très nombreux jeunes, souvent peu connus, des réseaux associatifs dans les quartiers, même pas toujours identifiés par leur propre famille, qui ne posent pas de problème particulier souvent. Très enfermés dans ces sites très particuliers ou longtemps cachés un certain temps, 1 an ou 2. Donc c'est extrêmement difficile à discerner. Donc moi je salue les services de renseignement vraisemblablement qui ont permis l'arrestation aujourd'hui. Il faut qu'on soit conscient que ça vaut la peine de mettre des moyens pour assurer nos libertés qui sont quand même remarquables et fondamentales. Eh bien, merci mesdames pour ces premières réactions. Merci Hubert Oncini. Et on en vient maintenant à l'autre temps fort de l'actualité ici au Sénat, c'est cette pollution de l'air qui n'est pas seulement nocive pour l'environnement, mais qui l'est aussi à l'économie. C'est la conclusion de la commission d'enquête sénatoriale qui a rendu public son rapport aujourd'hui. 61 propositions pour lutter contre ce fléau. Le détail avec Louis Sibyl. De nouvelles normes et des impôts mieux répartis, telles seraient les solutions pour lutter contre la pollution de l'air. La commission d'enquête du Sénat a frappé un grand coup. Et d'abord sur les transports. Ce secteur représente à lui seul plus de la moitié des émissions d'oxyde d'azote et près d'un tiers des émissions de particules fines. Le rapport remis ce matin au Sénat préconise une véritable fiscalité écologique et veut entre autres aligner les taxes du diesel sur celles de l'essence d'ici 2020. Un serpent de mer, mais cette fois-ci, les sénateurs espèrent une application rapide. Nous devons aussi aujourd'hui, je le dis, tirer la sonnette d'alarme. Nous avons cette obligation, cette ardente obligation. Il faut entendre les préoccupations des constructeurs, il faut aussi être à l'écoute des préoccupations des Français, parce que derrière, l'enjeu, il est aussi un enjeu sanitaire et un enjeu pour la planète. Après le bâton, la carotte. Pour changer les comportements, les sénateurs préconisent de déduire la TVA sur l'essence et l'électricité utilisées pour les véhicules hybrides et électriques. Le rapport veut encore multiplier les points de recharge en électricité et développer une véritable filière française du bus électrique. Plus original, les sénateurs se sont intéressés à la pollution de l'air intérieur. Ils s'attaquent aux produits d'entretien et veulent instaurer un étiquetage en fonction de leurs émissions polluantes. On ne peut pas demander aux gens de prendre conscience des conséquences de leur comportement si on ne les a pas informés de ces conséquences. 100 milliards d'euros par an. Telle serait la très lourde facture de la France. Si la Commission a voulu d'abord s'attaquer aux coûts financiers, c'est aussi pour mieux révéler un drame sanitaire. Selon l'OMS, 42 000 personnes meurent prématurément chaque année à cause de la pollution de l'air. Laïla Elchi est notre invitée ce soir. Bonsoir, vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Vous êtes rapporteure de cette commission d'enquête sénatoriale. Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre, qualifié de stratosphérique par le journal Le Parisien, de 100 milliards d'euros pour le coût de la pollution? Alors précisément, nous sommes arrivés à un coût de 101,3 milliards d'euros, avec 97 milliards d'euros attribuables évidemment au coût sanitaire d'une manière globale, et 4,3 milliards d'euros pour les aspects non sanitaires de la question de la pollution de l'air en fait. Donc on arrive à 101,3 milliards d'euros, et je souligne le fait qu'également ce coût est largement sous-estimé parce que beaucoup de polluants ne font pas l'objet d'analyse, l'impact sanitaire n'est pas évalué dans sa globalité, et si on prend le cas par exemple de son aspect non sanitaire et particulièrement en termes de rendement agricole, on n'a simplement qu'une étude sur l'impact de l'ozone et sur la baisse de rendement du blé. Donc on a une analyse sur l'impact de l'ozone sur le rendement du blé qui est évaluée à 3 milliards d'euros, et on n'a pas d'autre étude sur cette question. Donc ce qui ressort clairement aussi de cette commission d'enquête, c'est finalement on connaît très peu ce sujet.
Ouais, mais j'imagine que vous avez quand même été surpris avec les autres sénateurs membres de cette commission par l'ampleur de ces chiffres. On a été évidemment très surpris par l'ampleur de ce montant qui est absolument considérable et abyssal. 101,3 milliards d'euros, ce n'est pas rien dans le cadre de notre société, dans notre pays, compte tenu des difficultés économiques que nous connaissons. Donc il y a vraiment un certain nombre de mesures à prendre de manière rapide et sur le moyen et long terme. En même temps, et encore une fois, je reviendrai là-dessus, c'est que ce qui nous a également surpris par ailleurs, c'est cette sous-évaluation. Vraisemblablement, on est vraiment sur une sous-évaluation de ce coût et sur l'absence de connaissance d'une question aussi fondamentale que la pollution de l'air, puisqu'elle a également un impact sur notamment la qualité de l'eau. Et là, il y a zéro étude sur cette question. On sait, plusieurs auditions ont été faites, des spécialistes sur cette question qui expliquent de manière très claire qu'effectivement, la dégradation de la qualité de l'air a un impact sur la qualité de l'eau et on n'a pas d'études sur cette question. En tout cas, ce qui ressort aussi clairement, et ça devient, je m'agace un peu parce qu'en fait, ça va faire à peu près plus de 30 ans qu'on connaît l'impact sanitaire sur la pollution, que ce soit des gouvernements de gauche et de droite, rien n'a été fait. Je pense qu'il est temps. Aujourd'hui, il faut dire stop. Justement, Leïla Ichi, votre rapport est intitulé « Le coût de l'inaction ». Cette inaction, c'est celle de l'État. Qu'attendez-vous du gouvernement? On a entendu Ségolène Royal promettre dès la semaine prochaine des mesures fermes. Eh bien, écoutez, moi, je dis chiche. D'abord, qu'elle applique les 61 propositions que nous faisons. Et au-delà, puisque j'ai entendu avec grand plaisir que Mme Ségolène Royal voulait des propositions fermes. Moi, je propose, à titre personnel, le lissage du prix du diesel sur l'alignement du prix de l'essence. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un avantage fiscal pour un carburant qui est polluant et qui a un impact sanitaire, notamment en termes de cancer, puisque le diesel, on sait depuis plusieurs années qu'il a un impact sanitaire. Donc, on augmente le prix du diesel, on baisse le prix de l'essence, on arrive sur le même montant. Il faut également mettre en place ce système qui permette à des PME, TPE et notamment les chauffeurs taxis qu'on a entendu sous peu de pouvoir récupérer la TVA sur l'essence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on voit vraiment qu'on a une incitation fiscale en faveur du diesel, alors même qu'on connaît son impact sanitaire. Première et deuxième proposition. Et enfin, la troisième, de faire tout simplement un bonus écologique, qu'on augmente le bonus pour inciter nos concitoyens à acheter des véhicules propres, hybrides, électriques. Ça permettra aussi par ailleurs de développer un pan économique extrêmement important et d'envergure dans notre société et dans notre pays, notamment en Ile-de-France. Et notamment en région Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai que cette question du diesel est au cœur du rapport. Vous parlez d'anomalie de la France, de fiscalité trop avantageuse, vous venez de le dire, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux taxer les constructeurs aussi que les usagers finalement? Mais il ne s'agit pas simplement de taxer tel ou tel, il s'agit d'utiliser l'ensemble des leviers possibles à notre disposition pour pouvoir lutter contre la pollution de l'air. La pollution de l'air, elle est multisource. Il y a évidemment le transport routier qui est responsable de la pollution de l'air, l'agriculture, le chauffage urbain et également l'industrie. Il est impératif de réfléchir sur l'ensemble de ces leviers, de trouver des solutions. Alors, le diesel, si le prix du diesel n'est plus avantageux pour le consommateur, de manière naturelle, il ira vers des automobiles les moins chères possibles. Donc, en fait, il est important d'utiliser ce levier qui est la fiscalité, mais également la réglementation, d'inciter les constructeurs à aller vers des automobiles beaucoup plus propres. Et d'ailleurs, nous avons auditionné un certain nombre de constructeurs qui nous expliquaient que très certainement, les pouvoirs publics n'allaient pas assez loin en termes d'innovation, en termes de propositions incitatives pour leur permettre une innovation. Donc il est important, et s'il y a un rôle et qui ressort extrêmement de manière assez forte dans le cadre du rapport, c'est l'absence quand même de l'État, du gouvernement d'une manière générale sur cette question. L'État doit prendre ses responsabilités. Le meilleur levier pour lutter contre la pollution de l'air, c'est la réglementation et le rôle fondamental de l'État. Donc Madame Royal est prête à prendre des mesures fermes. Moi, je dis chiche. Les 61 résolutions et propositions que nous avons développées... Ce ne sera pas un rapport qui va rester dans les tiroirs du Sénat. Voilà. Leïla Ichi, on sait qu'on est à quelques mois maintenant du sommet climat qui se tiendra à Paris. Vous espérez que le gouvernement retienne justement ces propositions? Bien sûr. D'abord, 100 milliards, un coût économique et financier d'une telle envergure, je pense qu'il est impératif que le gouvernement se saisisse de cette question. C'est une vraie question sanitaire et économique. D'ailleurs, il ressort aussi clairement de ce rapport où nous évaluons, c'est une étude très développée de l'INERIS qui explique justement que si on appliquait notamment les normes OMS en ce qui concerne la qualité de l'air, nous aurions un bénéfice net de 11 milliards d'euros. Ce 11 milliards d'euros, je vous invite à le mettre
en perspective, avec une décision très récemment prise par le gouvernement, de supprimer pour les collectivités territoriales une dotation de 11 milliards d'euros sur 3 ans. Et ces mêmes collectivités... J'imagine que c'est un argument qui fait mouche auprès des sénateurs. Mais bien sûr, parce que c'est une vraie question, puisque par exemple, nous avons très récemment, enfin le gouvernement a supprimé un décret qui permettait justement qu'on travaille sur la qualité de l'air dans les crèches et dans les écoles primaires, et de favoriser des technologies, d'inciter les mairies à se saisir de ces questions. Et sous prétexte de manque de moyens de ces collectivités territoriales, on a renoncé à ce décret. Je dis non, au contraire, on a des marges de progression. Aujourd'hui, nous avons fait la démonstration qu'au-delà de l'aberration sanitaire qu'est la pollution de l'air, c'est aussi une aberration économique. Donc je dis chiche à Madame Royal. Eh bien, merci. Favorisons les emplois de demain, dès aujourd'hui. Merci beaucoup Laïla Echi, et puis à ne pas manquer sur l'antenne de Public Sénat dès le 25 juillet prochain à 20h30, un documentaire de Marie Brémaud qui a pu suivre les travaux de la commission d'enquête sénatoriale. C'est donc le 25 juillet à 20h30. Voilà pour cet entretien enregistré à 19h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de la soirée. Un attentat a été déjoué. Il visait des installations militaires françaises. 4 personnes sont en garde à vue à la DGSI. Âgées de 16 ans à 23 ans, elles ont été arrêtées lundi à l'aube en 4 points différents du territoire. Elles projetaient de décapiter un militaire et de filmer la scène. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, je vous propose de revoir le débat suivi du vote du Sénat sur l'accord de Bruxelles ratifié largement par le Parlement français cet après-midi.